Marthe Bokassa, le premier petit-fils de l'empereur Jean-Fidèle Bokassa. Je suis écrivain et je sors mon 6e livre au mois de mai que j'ai coécrit avec mon amie Emma Cercini. Nous sommes des amis d'enfance, on s'est connus à l'école, en 4e au collège. Et Emma est à la base issue du milieu de la finance. Elle a été élue meilleure trader de France par BFM TV l'année dernière. Mais Emma est une fille littéraire également. Donc en lui proposant ce projet, c'est une façon de l'encourager et de sceller davantage notre amitié sur ce roman qui sortira très prochainement, inspiré sur Oscar Pistorius. Je suis né en 1974 à Bangui, au palais impérial de mon grand-père, l'ex-empereur Jean-Fidèle Bokassa. J'ai vécu au Centrafrique à l'âge de 5 ans. Ensuite, il y a eu le coup d'État en 1979. Et j'ai vécu au château d'Ardrécourt de l'âge de 5 ans à l'âge de 8 ans. Le château d'Ardrécourt est un de nos châteaux situés en Île-de-France de les Yvelines, qu'on a vendu il y a 3 ans d'ailleurs. Ensuite, j'ai vécu en Suisse quelques années. Ensuite, j'ai vécu en Lorraine avec mes parents. Et un jour, on est arrivé en Corse en vacances sur cette île magnifique. Et nous y sommes restés. Je suis arrivé en 4e. Pour mes années collège, j'étais adolescent et je suis resté jusqu'en terminale. Et après la terminale, je suis venu à Paris. J'ai vécu à Neuilly-sur-Seine, j'ai fait mes études en commerce international à Paris-Dauphine. Et j'avais déjà envie d'être écrivain, parce qu'en fait, à l'âge de 5 ans, j'ai demandé comme cadeau d'anniversaire une machine à écrire à mes parents, à un âge où beaucoup de camarades demandent plutôt une voiture ou autre, mais certainement pas une machine à écrire. Et ce qui m'encourageait à devenir écrivain, en fait, c'est mes années d'adolescent en Corse, mes années lycée surtout, où j'ai gagné un premier prix. J'ai fait un concours d'histoire interlycée sur la Côte d'Azur et la Corse, et j'avais gagné le premier prix. C'était un mémoire sur la Shoah. Et tous mes camarades de classe, mes professeurs, mon professeur d'histoire, Madame Lovérine, et mon professeur de lettres, Monsieur Mozart, m'ont encouragé en fait à devenir écrivain. Et c'est ce qui m'a vraiment poussé, stimulé. Et après mes études à Paris-Dauphine, je voulais devenir écrivain et pas faire du commerce international et broyer le monde comme homme d'affaires. J'ai toujours eu une fibre d'artiste et d'écrivain et j'ai pu accomplir ce métier d'écrivain grâce à mon amie Emma qui a rencontré mon premier éditeur, Jacques-Marie Lafont, qui m'a permis de publier mon premier livre, Les Diamants de la Trahison, qui parle de ma famille. Les gens pensent que ça a commencé à mon grand-père, qui est tombé d'un arbre, s'est mis une couronne sur la tête. Mais en fait, ma famille a toujours été une famille de dirigeants. Mon arrière-grand-père était gouverneur, mon arrière-grand-oncle était le fondateur de la Centrafrique, parti Boganda. Donc c'est beaucoup plus vaste et complexe dans le temps. Ça a commencé bien avant Jean-Fidèle Bokassa. Mes souvenirs d'enfance, quand j'étais petit, j'allais souvent au château pour tous les Noëls. Donc quand on est le petit-fils de l'empereur Jean-Fidèle Bokassa, on grandit en fait dans le protocole. Je vouvoie mes parents, je voyais mon grand-père. Donc c'est un vouvoiement affectif, c'est pas un vouvoiement distant, mais on ne tutoie pas. C'est-à-dire que les aînés, les parents, les grands-parents, c'est pas des copains, on leur tape pas dans le dos, on les tutoie pas. Et quand je venais au château pour les Noëls, c'était des moments magiques parce qu'en fait le sapin de Noël il était dans le hall du château et il allait jusqu'au 2e étage et quand on est gamin c'est juste merveilleux, un sapin comme ça infini qui s'arrête jamais. Et donc grand-père, il sortait de son bureau à 18h tous les jours, parce qu'il travaillait jusqu'à 18h, il a toujours travaillé toute sa vie, même après le coup d'État. Et donc quand il venait nous voir pour le dîner, on était contents de le voir, on était tous là autour de lui, mais on ne lui sautait pas sur les genoux, c'était très protocolaire, on le vous voyait, et puis il y avait une affection, il y avait... En même temps, moi, quand j'étais enfant, je savais que c'était quelqu'un d'important, mais je ne savais pas que... je ne sais pas comment dire, dans mon esprit d'enfant, on ne posait pas de questions. C'est-à-dire, je ne demandais pas à mon grand-père alors comment ça a été cette journée d'empereur. Et donc, il y avait
tout était dans un non-dit parce que les enfants n'avaient pas le droit de se mélanger aux conversations d'adultes. Mais en même temps, il y avait quelque chose de très chaleureux parce que je me souviens d'une fois, je voulais un scooter et il n'avait pas le temps de m'accompagner à acheter un scooter. J'avais 10 ans en plus, donc c'était un peu ridicule de demander un scooter, mais quand on est gamin, on a envie de faire la même chose que ses potes. Et il m'avait donné une gaze il m'a donné une enveloppe avec une gaze de billets. Il y avait pas mal de billets et je ne savais pas combien ça représentait. Il m'a dit tiens, va t'offrir ton scooter, mon petit-fils. Et bien sûr, j'ai remis cet argent à ma mère qui m'a pas accompagné à acheter le scooter parce qu'elle tenait à la vie de son fils, mais qui était choqué de la somme parce que pour un enfant c'est beaucoup. Mais grand-père était comme ça en fait, il était beaucoup dans ce côté à la fois affectif et protecteur, et en même temps il était dans sa vie d'homme d'affaires et de dirigeant, même s'il n'était plus au pouvoir. Il avait gardé quelque chose comme ça. On sentait un homme qui avait été au pouvoir. Donc il n'avait pas le temps de nous accompagner, bien sûr, chez un concessionnaire pour acheter un scooter. Mais il était comme ça. Par exemple, quand on allait faire des courses à Meulan, là où est situé le château, dans le patelin, tout le monde était surpris parce qu'en fait, on est africain, on arrive en Rolls-Royce et on faisait des courses au champ du coin. Et puis, grand-père, à la fin, il tenait absolument à donner un pourboire à la caissière. C'est arrivé, je me rappelle, cette scène est arrivée une fois. Donc, il avait payé les courses et puis après, il avait laissé 500 francs en plus. Et il disait, tenez, c'est pour vous, madame. C'est mon pourboire, j'y tiens. Et il a fallu expliquer qu'en fait, dans ce genre de profession, on ne laissait pas de pourboire. Donc c'était assez marrant parce qu'il y avait un décalage entre l'homme de pouvoir qu'il a été et la vie de Monsieur Tout-le-Monde. Il fallait lui expliquer certaines choses qu'il ne pouvait pas laisser de pourboire, mais ça lui faisait plaisir de laisser un pourboire. C'était assez cocasse. Excellente question. Le pouvoir, en fait, c'est quelque chose de très complexe. Il faut composer avec diverses personnes, avec ses ministres, avec son équipe rapprochée. Et je pense que au final, on n'est pas libre. Moi, pour avoir observé mon grand-père de près, observer comment ça se passe quand vous êtes chef d'État en Afrique, avoir observé sa vie au pouvoir. C'est-à-dire que vous avez même des ministres qui peuvent faire des choses en votre nom, ordonner des choses et dire que c'est parce que vous l'avez ordonné en tant que chef d'État, alors qu'en fait ils le font indépendamment de ce que vous leur avez dit. Et au final, la personne qui trinque, c'est le chef d'État. Parce que tel ministre va dire je fais ça au nom de tel chef d'État, et en fait parfois c'est faux. Et souvent c'est faux dans le cas de l'Afrique. Donc ma vision du pouvoir, je ne suis pas prêt, en tout cas, je ne suis pas quelqu'un qui est pressé ou qui a l'envie d'aller prendre le pouvoir ou d'être dans la place de mon grand-père ou de la place d'un ministre africain ou européen. Parce que même en Europe, on le constate, pour le cas d'Hollande, pour le cas de Sarkozy, pour le cas de Giscard, pour le cas de Chirac. Donc en fait, chaque chef d'État sont élus, et aussi élus, ils sont rejetés par le peuple qui les ont mis au pouvoir, qui ont fait en sorte qu'ils soient élus et mis au pouvoir. Parce qu'en fait, le pouvoir, c'est ça, c'est l'amour et le rejet du peuple. Donc le peuple vous aime, à la fois il vous hait, donc c'est très compliqué. Pour moi, le vrai pouvoir, c'est la liberté, et le métier d'écrivain me procure une liberté qu'il n'y a pas du tout dans le pouvoir et dans la politique. Une liberté intellectuelle, une liberté d'être humain, pouvoir d'écrire d'où on veut dans le monde, écrire sur le sujet qu'on souhaite, et ensuite voir votre roman, votre manuscrit se transformer en roman, en livre, dans les librairies, être acheté par des personnes dont vous ne soupçonnerez pas parce qu'on ne peut pas connaître la terre entière, et entendre dire merci, félicitations pour votre travail, ça c'est un beau cadeau. Et pour moi,
le vrai pouvoir, c'est ça c'est un beau pouvoir, c'est être soutenu par des gens qu'on ne connaît pas et qui vous soutiennent pour la qualité de votre travail et qui ne vous soutiennent pas pour de fausses raisons, pour des raisons politiques. Parce que souvent les politiques mentent, sinon ils ne seraient pas politiciens, donc ils vont vous vendre des idées auxquelles ils ne pensent pas une seconde. Tout ça pour avoir votre voix. J'ai écrit 5 ouvrages qui retracent les étapes de ma vie. Le premier, c'est Les Diamants de la Trahison, qui part du parcours de ma famille. Mon grand-père qui était empereur, mon arrière-grand-père qui était gouverneur, mon arrière-grand-oncle qui était Barthélémy Gandal, le fondateur de la Centrafrique. Ensuite, j'ai écrit Comment épouser une millionnaire, le guide des castors. Donc je donne des conseils pour changer de classe sociale et découvrir l'amour 5 étoiles. Ensuite, mon troisième livre s'appelle Saga Bokassa, qui est un peu la suite du premier, dans le sens où on me demandait souvent que deviennent les enfants Bokassa, les petits-enfants Bokassa. Donc j'y réponds à travers cet ouvrage. Ensuite, j'ai écrit un 4e ouvrage, Erika Finch, le récit du métamorphose, où je parle de la haute société parisienne, l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a été engraissée dès la naissance par sa propre mère pour finir obèse à l'âge de 17 ans. Elle s'en rend compte à ce moment-là. Vous découvrirez la suite en l'achetant. Ensuite, j'ai écrit un 5e ouvrage qui s'appelle Bienvenue sur Terre, qui est sorti en Allemagne, dans tous les lycées allemands. C'est l'histoire qui part du thème de l'intégration. En fait, j'y relate mon enfance, mon adolescence après le coup d'État. Comment se passe l'intégration quand on quitte un pays où il faisait 40 degrés à l'ombre tous les jours pour l'Europe, pour la France et la Suisse, où le climat il fait moins chaud forcément. Et donc je parle de cette intégration. Et ensuite, mon 6e ouvrage s'appelle L'Ostentation, que j'ai coécrit avec mon ami Emma Certini. On travaille dessus depuis plusieurs mois. Il sort au mois de mai. Et j'ai proposé à Emma de coécrire avec moi, parce qu'Emma a une fibre littéraire. Elle vient du monde de la finance, mais elle est à la fois très littéraire, elle adore écrire, elle a déjà commencé plusieurs manuscrits et c'était ma façon de la mettre en confiance. C'est pour ça que je te l'ai proposé. Et j'ai trouvé, donc quand Jean Barthélemy m'a proposé de coécrire avec lui sur le thème d'Oscar Pistorius, donc déjà on a trouvé un titre qui est assez amusant, qui est en fait un jeu de mots avec l'ostentation, parce que c'est un milieu très show-off dans lequel évoluent les 2 personnages principaux. Celui de la mode, celui du sport à un haut niveau. Et j'ai trouvé tout de suite que c'était un thème très porteur, c'est un fait divers qui a vraiment marqué les esprits. Et on voulait vraiment extrapoler la psychologie de personnages qui se mettent dans ce genre de situation, de meurtre, d'extrême passion, d'extrême violence, pour écrire, en fait, pour décrire un fait divers, mais vraiment de façon très romancée et en évaluant la portée de ces actes qui sont le fruit d'un amour éperdu ou contraint, et les attractions qui sont peut-être pas forcément les attractions pour tout un chacun d'ailleurs. L'attraction pour la célébrité, l'attraction pour des extrémités amputées, ce genre de choses. Donc on est allé très loin dans l'imagination. On n'a pas collé aux faits divers, mais on s'est amusé à en extraire quelque chose de complètement innovant et déroutant, je pense, pour le lecteur, qui devrait amuser le lecteur, je pense. Et on pense que ça vous plaira. Notre roman L'Ostentation sortira à la mi-mai en version numérique et un peu plus tard il sortira en papier. Merci à Alizé Lavie pour cette interview et à très bientôt à New York, Londres, Monaco, Singapour, Stade, les Bahamas, everywhere.